Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, grâce à notre ami Eric, qui en plus a amélioré son matériel, nous allons faire deux enregistrements. Le premier consistera en la conférence numéro 5 que j'aurais dû faire le 23 janvier, consacrée au roman d'anticipation. Et le second enregistrement sera en deux parties. La première, un résumé de la dernière conférence du cycle sur de la littérature fantastique et la science-fiction, conférence que j'ai pu faire en direct le 13 mars, mais qui malheureusement n'a pas pu être enregistrée. Donc je fais un résumé de ce que j'ai pu dire. Et la seconde moitié de cet enregistrement sera un bonus sur un genre dont je n'ai pas du tout traité puisque je ne m'intéressais qu'au roman, qui est un genre théâtral, celui de la féerie. Et c'est une suggestion de notre ami Michel Béga, que je remercie de m'avoir chuchoté à l'oreille que ce serait intéressant de parler de ce genre méconnu aujourd'hui et qui pourtant a été un des plus importants et un des plus prolifiques et un des plus populaires au XIXe siècle. Donc commençons par le roman d'anticipation. Donc, rappelons ce que j'avais eu l'occasion de dire lors de la première conférence, une des deux seules que j'avais pu faire vraiment dans les conditions réelles d'une conférence avant tout ce qui nous est arrivé. Le roman d'anticipation a de multiples origines qui convergent et qui vont se combiner. Le roman d'aventure, le voyage imaginaire, l'utopie et son contraire, la dystopie. Et l'appellation roman d'anticipation est postérieure à l'apparition de ce genre romanesque. Si on en croit un des grands auteurs du roman d'anticipation, Maurice Renard, dont j'aurai l'occasion de reparler tout à l'heure, il semblerait que cette acception du terme anticipation soit apparue en 1901 chez Herbert George Wells, avec ses Anticipation of the Reaction of Mechanical and Scientific Progress upon Human Life and Thought. Titre très long, mais qui dit bien ce qu'il veut dire, qui a été traduit en français en 1904. Et voilà ce que disait Maurice Renard dans un article paru dans Paris Soir en 1925. Des auteurs se sont savamment divertis à supposer l'avènement de possibilités parfois souhaitables et parfois redoutables. Bref, ils se sont livrés à des anticipations, mot dont Wells s'est servi le premier dans ce sens, mais qu'il serait injuste de réserver à ses prédictions. Il eut en effet des prédécesseurs. Donc ce genre va privilégier des représentations tantôt utopiques, tantôt dystopiques des sociétés humaines, prophétisant tantôt la libération, ou en tout cas un grand progrès, tantôt l'asservissement de l'humanité. Donc rappelons que le mot utopie traduit utopia, néologisme forgé en 1516 par Thomas More, à partir du grec voulant dire en aucun lieu, et il désigne initialement une représentation d'une société idéale, dotée d'un gouvernement parfait ou d'une communauté heureuse et harmonieuse. Ce genre de l'utopie est très très ancien, il remonte au moins à Platon, avec la République de Platon, mais beaucoup plus près de nous, on peut mentionner un ouvrage tout à fait remarquable et très représentatif de Louis-Sébastien Mercier, intitulé L'an 2440, Rêve s'il en fut jamais, publié en 1771, et dans lequel l'auteur imagine comment le monde sera 670 ans plus tard, dans un Paris libéré de l'oppression, grâce à une révolution paisible, heureuse, et où règne la raison et la justice des Lumières. On peut vraiment parler d'une utopie dans tous les sens du terme. La dystopie, qui est une contre-utopie, elle va désigner une utopie qui va virer au cauchemar et où la représentation d'un avenir terrifiant va être le sujet central de l'ouvrage.
le terme aurait été utilisé pour la première fois par John Stuart Mill en 1868. Parmi de nombreux exemples, on peut choisir deux romans du XXe siècle, Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, qui a été publié en 1932. Le titre original, c'est Brave New World, c'est une citation de Shakespeare, et 1984 de George Orwell, publié en 1948. Mais un des textes les plus représentatifs du genre qui a paru au XIXe siècle, c'est Le monde tel qu'il sera d'Émile Souvestre, qui est un grand auteur de romans feuilletons, publié en 1846. Et Souvestre décrivait le monde de l'an 3000, un monde dans lequel il y avait une sorte de drogue qui rendait les gens heureux, mais qui également leur permettait d'adhérer pleinement à une hiérarchie sociale impitoyable, régie par une inégalité qui permettait le gouvernement de la quasi-totalité par une toute petite élite. Vous retrouvez quelque chose comme ça dans Le meilleur des mondes de Huxley, avec la division de la société en catégories dès la naissance, selon le développement cérébral que l'on autorise ou que l'on freine. Alors, ce qu'on va appeler à proprement parler le roman d'anticipation va donc fonder sa vision utopique ou dystopique sur les sciences au XIXe siècle. C'est-à-dire que la grande idée, c'est que le progrès scientifique est la clé du progrès de l'humanité. Le meilleur représentant en France, c'est évidemment Jules Verne. Jules Verne naît en 1828, il meurt en 1905, et en 1864, dans son voyage au centre de la Terre, puis en 1865, avec De la Terre à la Lune, il propose un nouveau type de récit centré sur la science, où il va montrer à la fois les conséquences psychologiques, mais surtout sociales, du changement rendu possible par la science. On parlera d'ailleurs à l'époque de merveilleux scientifiques. Alors, cela semble évidemment une contradiction dans les termes, mais qui, je crois, renvoie à l'émerveillement que les gens du XIXe siècle pouvaient ressentir devant les progrès de la science et les possibilités que celle-ci offrait à tout le monde. Donc, le roman d'anticipation à contenu scientifique, je précise contenu scientifique pour le distinguer du roman d'anticipation à contenu politique, mais on peut avoir évidemment des interférences entre science et politique. Ces romans d'anticipation à contenu scientifique, donc comme je venais de le dire, est parfois appelé merveilleux scientifique ou voyage extraordinaire. Voyage extraordinaire, c'est l'appellation que Jules Verne va utiliser pour sa série, suivie par les nouveaux voyages extraordinaires. Donc tous ces romans se multiplient et les intrigues seront pratiquement toujours organisées autour d'inventions fabuleuses, mais des inventions qui sont fondées sur l'état des connaissances scientifiques de l'époque et avec une sorte d'exploitation technique de ces progrès scientifiques. Un des meilleurs auteurs, c'est Paul Divoye, né en 1856, mort en 1915, qui va publier une série de romans sous l'appellation générique de Voyages excentriques, à partir de 1894 jusqu'en 1914. Mais outre les inventions fabuleuses, il va y avoir des machines rêvées, encore une fois, fondées sur l'état des connaissances scientifiques, notamment l'Ève future, datant de 1886, de Villiers de l'Isle-Adam,
qui est né en 1838, mort en 1889. Et il y aura aussi des récits qui peuvent être à visée didactique, comme Uranie de 1889, par Camille Flammarion, le grand astronome, né en 1842, mort en 1925. Ou, quand elle n'est pas didactique, elle sera spéculative. Albert Robida, né en 1848, mort en 1926, publie ainsi en 1884 un roman intitulé Le XXe siècle. Et dans cette production, les thèmes vont tendre à se diversifier et vont progressivement se mêler à des thèmes qui relèvent plutôt de la science-fiction. C'est-à-dire que la science-fiction procède du roman d'anticipation. Je reviendrai dans le second enregistrement de manière plus précise sur ce qui permet de distinguer, sinon à coup sûr, mais de façon à peu près claire, roman d'anticipation stricto sensu et roman de science-fiction stricto sensu. Mais Maurice Renard, que j'évoquais tout à l'heure, né en 1875, mort en 1939, va être un des grands spécialistes de ces romans d'anticipation mêlés de science-fiction, avec par exemple Le Péril bleu en 1912, La Roue fulgurante, que j'évoquerai tout à l'heure en 1908, La Roue fulgurante de Jean de La Hire, né en 1878, mort en 1956. Voilà deux auteurs vraiment majeurs, Maurice Renard et Jean de La Hire. Ajoutons Gustave Le Rouge, 1867-1938, avec Le prisonnier de la planète Mars de 1908. Ajoutons également des romans envisageant les guerres futures, avec les œuvres du capitaine d'Henry, c'est le nom de plume, du colonel Émile Drian, 1855-1916, qui mourra à Verdun, dans le bois des Corps, au tout début de la bataille de Verdun. Et il y a aussi les catastrophes apocalyptiques, par exemple La mort de la Terre en 1910 par Ronnie Heney, né en 1956, mort en 1940, ou alors la thématique du savant fou, une des premières grandes apparitions dans le domaine français, c'est dû à Maurice Renard avec le docteur Lerne sous Dieu, paru en 1908. Alors aujourd'hui, le terme d'anticipation est encore utilisé, mais de manière beaucoup plus rare, malheureusement, ce qui ne permet pas de bien comprendre la différence entre anticipation et science-fiction, parce qu'on va appeler anticipation un sous-genre de la science-fiction qui décrit des sociétés différentes qui sont tantôt dystopiques, tantôt post-apocalyptiques dans un avenir proche. Donc, vous voyez, la science-fiction procède de l'anticipation, et la science-fiction va intégrer l'anticipation en lui donnant une signification un peu différente dans sa production au cours du XXe siècle, et je dirais même dans sa production la plus contemporaine. Donc, commençons avec le grand tome du roman d'anticipation français, autrement dit Jules Verne, avec De la Terre à la Lune en 1865. Je vous en donne un résumé parce qu'il est, je crois, très, très éclairant quant à la conception que Jules Verne se fait de ce type de roman. Nous sommes à la fin de la guerre de sécession et à Baltimore, aux États-Unis, le Gun Club est un club d'artilleurs qui végète par manque d'activité. Son président, Impey Barbicane, va proposer très sérieusement d'envoyer un boulet de canon sur la Lune. Après plusieurs réunions, le club s'organise, lance une collecte de fonds en direction de toute la planète, et après avoir récolté l'argent nécessaire, le projet va se concrétiser sous la forme d'un gigantesque canon. La volonté du club est de mener l'expérience sur le territoire des États-Unis. Il se renseigne auprès de l'observatoire de Cambridge, dans le Massachusetts, pour connaître les contraintes physiques, la vitesse, la date possible, le lieu exact, qui puissent favoriser ce projet. Et les membres du club vont déterminer les caractéristiques du canon, du projectile et de l'explosif. Ils choisissent un site près de Tampa, en Floride, qui, comme vous le savez,
eh bien, il y aura des lancements de fusées à partir de la base de Cap Canaveral, rebaptisé Cap Kennedy, beaucoup plus proche de nous, pour y préparer le tir. On construit un télescope dans les montagnes rocheuses afin de pouvoir observer au mieux le projectile durant son vol. À ce moment-là, le Gun Club va recevoir un télégramme d'un Français qui s'appelle Michel Ardan, qui propose de fabriquer un projectile creux au lieu du boulet plein qui était prévu, dans lequel il pourrait prendre place afin d'aller sur la Lune. Après avoir vérifié l'existence de ce Français, Barbicane suspend la fabrication du projectile. Arrivé aux États-Unis, Ardan convainc l'opinion publique de la possibilité de son idée. Seul Nicholl, qui est un adversaire et un rival de Barbicane, s'oppose à ce projet de la même façon qu'il s'était opposé au projet initial. Ardan résout le conflit en persuadant les deux hommes d'entreprendre avec lui ce voyage dans la Lune. Le tir est un succès. Sur la Terre, après l'enthousiasme initial, arrive l'inquiétude, car il est impossible de suivre le projectile à cause des nuages. Au bout de quelques jours, celui-ci est finalement découvert en orbite autour de la Lune, et c'est cette partie qui sera racontée dans la suite de ce roman intitulé « Autour de la Lune ». Donc, en quoi avons-nous anticipation, au sens que je définissais tout à l'heure? Eh bien, parce que toutes les contraintes qui sont énumérées par les scientifiques de l'Observatoire de Cambridge, afin de définir les conditions optimales pour le tir, correspondent très exactement à l'état des connaissances scientifiques en astronomie et en cinétique et autres domaines de la science de l'époque. Là où vous avez anticipation par rapport aux connaissances scientifiques, c'est évidemment dans l'idée que l'on puisse envoyer des hommes dans l'espace jusqu'à la Lune. Est-ce que nous sommes dans de la science-fiction? Non. Parce que, certes, si cela paraît totalement impossible que des êtres humains puissent survivre dans un projectile creux dans le voyage jusque vers la Lune, ce qui va manquer pour que ce soit de la science-fiction, ce serait avec la rencontre avec d'éventuelles créatures habitant la Lune. Là, vous seriez dans quelque chose qui est complètement différent du principe de l'anticipation scientifique tel que Jules Verne la conçoit. Mais vous voyez aussi dans quelle mesure il y a extrapolation technique par rapport à l'état des connaissances scientifiques. Si on peut effectivement imaginer un canot surpuissant qui puisse envoyer un projectile très loin, il faudrait que la technique soit à ce point développée que l'on puisse envoyer un projectile à 300 000 km. Donc, nous sommes dans une utopie scientifique fondée sur les connaissances de l'époque. Nous sommes dans le merveilleux scientifique qu'on évoquait tout à l'heure. Donc vous pourrez voir dans les extraits qui sont disponibles sur le site de la médiathèque le long passage que j'ai reproduit de ce roman de Jules Verne, et j'ai choisi justement les réponses données par l'Observatoire de Cambridge aux questions qui ont été posées par les membres du Gun Club, pour bien illustrer le fait que Jules Verne s'appuie sur ce que l'on sait à l'époque. Je vais simplement vous lire le début de la réponse à la première question. Sur la première question, est-il possible d'envoyer un projectile dans la Lune? Oui, il est possible d'envoyer un projectile dans la Lune si l'on parvient à animer ce projectile d'une vitesse initiale de 12 000 yards par seconde. Le calcul démontre que cette vitesse est suffisante. À mesure que l'on s'éloigne de la Terre, l'action de la pesanteur diminue en raison inverse du carré des distances, c'est-à-dire que pour une distance 3 fois plus grande, cette action est 9 fois moins forte. En conséquence, la pesanteur du boulet décroîtra rapidement et finira par s'annuler complètement au moment où l'attraction de la Lune fera équilibre à celle de la Terre, c'est-à-dire au 47/52e du trajet. En ce moment,
le projectile ne pèsera plus, et s'il franchit ce point, il tombera sur la Lune par l'effet seul de l'attraction lunaire. La possibilité théorique de l'expérience est donc absolument démontrée. Quant à sa réussite, elle dépend uniquement de la puissance de l'engin employé, autrement dit de la technique utilisée pour le canon. Voilà, vous êtes là typiquement dans ce qu'on pourrait appeler le raisonnement wernien, fondé sur tout ce qu'il a pu trouver que dans la documentation scientifique de l'époque, qui est tout simplement tiré des lois de l'attraction universelle de Newton, qui étaient les lois qui faisaient l'unanimité au XIXe siècle, avant que Einstein ne vienne y ajouter la théorie de la relativité. Donc voilà comment fonctionne le roman scientifique wernien. Et tous les autres grands romans que vous connaissez, que ce soit 20 000 lieues sur les mers, que ce soit L'île mystérieuse, sont des romans dans lesquels les merveilleuses machines, comme le Nautilus du capitaine Nemo, ne sont pas autre chose que la réalisation technique de la possibilité de naviguer sous l'eau, qui était parfaitement envisagée à l'époque de Jules Verne. Et comme vous le savez d'ailleurs, le premier sous-marin français qui sera construit sera baptisé le Nautilus, en hommage au Nautilus imaginaire du roman de Jules Verne. Passons maintenant à un autre auteur qui ne s'est pas fait une spécialité quasi exclusive du roman d'anticipation, mais qui a écrit un des romans d'anticipation les plus remarquables du XIXe siècle, Villiers de l'Isle-Adam, que j'évoquais tout à l'heure, avec L'Ève future, publié en 1886. Alors, qu'est-ce que c'est que L'Ève future ? Eh bien, au départ, il y a une histoire sentimentale. Un richissime lord anglais, Lord Evald, tombe amoureux d'une actrice de théâtre qui est très très belle, mais dont l'esprit est trop quelconque à son goût. Donc il voudrait qu'une femme parfaite, dont l'esprit, l'intelligence soit du niveau de son attraction physique. Et donc, afin de remplacer cette femme réelle par autre chose dans le cœur de Lord Evald, l'ingénieur Thomas Edison va lui proposer ce qu'il appelle une andréide, puisqu'il a fabriqué un être artificiel et il attendait une occasion pour expérimenter son invention. Et donc il va proposer d'adapter physiquement le prototype de l'andréide à son modèle humain, tout en le rendant spirituellement bien supérieur. Alors, on pourrait évidemment se demander s'il est possible de rendre une femme aussi intelligente qu'elle est belle. C'est en tout cas l'hypothèse que vous avez dans les futurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez ce qu'on pourrait appeler la première apparition majeure du thème du robot dans le roman d'anticipation. Et on peut même se demander si le film génial de Fritz Lang, Metropolis, n'est pas une sorte d'exploitation cinématographique de ce texte de L'Ève future. Et ce qui est intéressant ici, c'est que Villiers de l'Isle-Adam convoque un scientifique réel, Thomas Edison, très très connu à la fin du XIXe siècle, par son invention de l'ampoule électrique, puis son invention du phonographe, en particulier, même si l'idée du phonographe est antérieure, puisque c'est Charles Cros, le poète en même temps que savant français qui l'avait imaginé, mais il n'a pas pu faire exploiter un brevet d'invention. Et donc Thomas Edison intervient en tant que scientifique dans cette fiction de merveilleux scientifique autour de l'idée qu'une machine peut parfaitement se substituer à un être humain. Et je vous lis un passage le début du long passage qui est disponible sur le site.
mais qui vous montre bien comment Villiers-de-la-Dent utilise le discours scientifique d'Edison dans cette fiction. L'andréide, dit-il impassiblement, se subdivise en 4 parties. Premièrement, le système vivant intérieur, qui comprend l'équilibre, la démarche, la voix, le geste, les sens, les expressions du visage, le mouvement régulateur intime, ou pour mieux dire, l'âme. Deuxièmement, le médiateur plastique, c'est-à-dire l'enveloppe métallique isolée de l'épiderme et de la carnation, sorte d'armure aux articulations flexibles en laquelle le système intérieur est solidement fixé. Troisièmement, la carnation, ou chair factice proprement dite, superposée au médiateur et adhérente à lui, qui, pénétrante et pénétrée par le fluide animant, comprend les traits et les lignes du corps imité, avec l'émanation particulière et personnelle du corps reproduit, les repoussées de l'ossature, les reliefs veineux, la musculature, la sexualité du modèle, toutes les proportions du corps, etc. Quatrièmement, l'épiderme ou peau humaine qui comprend et comporte le teint, la porosité, les linéaments, l'éclat du sourire, les plissements insensibles de l'expression, le précis mouvement labial des paroles, la chevelure et tout le système pileux, l'ensemble oculaire avec l'individualité du regard, les systèmes dentaires et ongulaires. Edison avait débité cela du ton monotone avec lequel on expose un théorème de géométrie dont le quod erat demonstrandum est virtuellement contenu dans l'exposé même. Lord Evans sentait dans cette voie que non seulement l'ingénieur allait résoudre au moins théoriquement les postulata que cette série d'affirmations monstrueuses suscitait dans l'esprit, mais qu'il les avait déjà résolus et allait en fournir la preuve. Et donc dans la suite du roman, vous allez avoir l'animation de cette Ève future. Passons maintenant à Paul Divoye, que j'ai mentionné aussi tout à l'heure, auteur extrêmement prolifique, malheureusement, sinon totalement, en tout cas largement oublié aujourd'hui, mais j'ai choisi un des romans peut-être les moins connus de Paul Divoye, qui s'intitule Corsaire Triplex, qui date de 1898, dont l'intrigue est vraiment très complexe, mais le point de départ, je crois, peut vous donner une idée assez juste de la conception du roman d'anticipation que Paul Divoye va développer et illustrer dans ce roman. La première partie s'intitule « L'ennemi invisible ». Donc, l'administration britannique est confrontée à un mystérieux bandit appelé le Corsaire Triplex, qui semble doué d'ubiquité et qui réclame l'arrestation d'un puissant fonctionnaire britannique. Et pendant ce temps, le héros Armand Lavarède, alors Lavarède, ça peut peut-être évoquer quelques souvenirs chez un certain nombre d'entre vous. Vous avez peut-être lu Les 5 sous de Lavarède, roman tout à fait délicieux dans lequel Paul Divoye imagine que son personnage doit parcourir le monde, faire le tour du monde en n'ayant que 5 sous en poche. Et peut-être avez-vous vu, il y a bien longtemps, l'adaptation cinématographique de ce roman avec Fernandel dans le rôle d'Armand Lavarède. Je reviens au roman. Donc, ce Armand Lavarède est désormais marié et il est à la recherche de son cousin Robert qui a disparu. Et Lavarède entend parler des gisements de triplex et il commence à chercher et à découvrir son identité en même temps qu'il recherche Robert. Donc la quête de Robert va se combiner avec la quête du Corsaire Triplex. Et j'arrête ici parce que le résumé prendrait très très longtemps parce qu'il se passe quelque chose de nouveau à chaque page. Là, c'est le roman d'anticipation qui est un roman d'aventure. Pourquoi est-ce que c'est un roman d'anticipation ? Parce que le Corsaire dispose d'une embarcation
qui est en fait une sorte de sous-marin extraordinaire. Et voici un passage de la description de ce mystérieux vaisseau que vous avez dans le roman. De la mer sortait un dôme qui, au milieu de la clarté, apparaissait d'or pâle. On eût dit la carapace d'une énorme tortue. Et sur cette chose, des formes humaines s'agitaient. Si fantastique était la vision que Robert eut peur d'être halluciné. Il se pinça fortement, la douleur lui apprit qu'il était bien éveillé. Il se frotta les yeux, puis regarda de nouveau. Le même tableau se présenta à ses yeux. Alors, d'une voix étouffée, il murmura « Qu'est-ce que c'est que cela ?» James Pack lui répondit « C'est le navire que je vous ai annoncé. » « Un navire ? Sous-marin, qui affleure en ce moment pour que nous puissions embarquer. Mais silence, nous accostons. Il vous suffira d'écouter pour comprendre. En effet, la chaloupe atteignait le dôme. Cela figurait une surface arrondie, de forme elliptique, qui s'élevait à son point culminant de 4 à 5 pieds au-dessus des vagues. Cela pouvait avoir 20 mètres de long sur 10 de large. Au centre se dessinait une ouverture rectangulaire, près de laquelle se dressait un panneau. « L'entrée de mon navire, expliqua le bossu. Venez. » Tout étourdu de l'aventure, Lavarède obéit. Il mit le pied sur le pont de l'étrange bateau, et sous son talon se produisit une résonance métallique. Derrière son guide, il s'approcha de l'ouverture, s'engagea après lui sur un léger escalier, de métal également, et se trouva dans une salle spacieuse qu'éclairaient des lampes électriques aux contours de fleurs de diverses nuances. À droite et à gauche, des couloirs s'ouvraient. Il eut un cri « Extraordinaire !» Ce à quoi le bossu répliqua, non sans ironie, « Français. Français, toujours les mêmes. Vous vous étonnez de voir des étrangers se servir d'inventions sorties du cerveau de vos compatriotes. » Clin d'œil à Jules Verne. Voilà pourquoi je voulais vous évoquer ce roman de Paul Divoie. C'est réjouissant, Paul Divoie. Hein. Il faut en avoir lu un ou deux. On voit très très bien quels sont les procédés, comment il tire à la ligne, parce qu'il y a effectivement une sorte de jubilation du roman d'aventure feuilletonesque chez lui, mais ce fut vraiment un auteur tout à fait intéressant. J'avais également cité Albert Robida avec son XXe siècle, sous-titré « La vie électrique », paru en 1884. J'ajoute que dans les dernières décennies du XIXe siècle, il y a eu beaucoup de textes qui sont parus sur ce que pourrait bien être le XXe siècle, que ce soit sur le plan politique, sur le plan scientifique, sur le plan de l'évolution de l'humanité, etc. Il y a, en même temps qu'il y a ce qu'on appelle la fin de siècle, c'est-à-dire le sentiment d'une décadence, d'une chute inexorable, peut-être d'une fin de la civilisation qui se profile à l'horizon, vous avez exactement à l'inverse, vous avez cette ouverture vers le XXe siècle qui apparaît comme une lumière prometteuse pour l'avenir de l'humanité. Non, mais en réalité, le premier qui a parlé de XXe siècle, c'est Victor Hugo, dans La Légende des siècles en 1858, puisque les deux derniers poèmes de La Légende des siècles constituent une section, la dernière section de La Légende des siècles, qui s'intitule XXe siècle. Donc revenons à Albert Robida. Pour Robida, l'idée est la suivante. La vie future va être entièrement déterminée par la fée électricité. Tous les aspects de la vie quotidienne seront électriques. Et donc, le monde à venir, le monde de l'utopie électrique, en quelque sorte, sera un monde beaucoup mieux organisé, dans lequel la vie sera plus facile, où toutes les perspectives qui ne sont encore que des utopies pour le XIXe siècle
deviendront réalité. Et donc, je vous recommande ce XXe siècle de Robida. Je vous en ai mis un extrait sur lequel je ne reviens pas, parce que j'aimerais terminer avec deux auteurs que j'ai également mentionnés tout à l'heure, Jean de La Hire et Maurice Renard, pour bien montrer le passage progressif de l'anticipation à la science-fiction, dont ces deux auteurs sont probablement les plus représentatifs. Alors, commençons par Jean de La Hire. Jean de La Hire est un pseudonyme. Son nom réel était Adolphe d'Espy, et qui publie en 1908 La Roue fulgurante, qui était paru l'année précédente, en 1907, en feuilleton dans le quotidien Le Matin. Alors qu'est-ce que c'est que La Roue fulgurante? C'est vraiment un mélange d'anticipation scientifique, mais de ce qu'on n'appelle pas encore science-fiction, mais aussi d'occultisme, de ce qu'on n'appelle pas encore surréalisme et de poésie. C'est vraiment un texte tout à fait extraordinaire qui va donc relater une sorte de singulière odyssée dans l'espace à bord d'un étrange disque lumineux dans lequel se trouvent 5 terriens qui ont été capturés par des créatures semblables à des colonnes de lumière. Et après ce voyage dans l'espace, il y aura leur retour sur Terre au terme d'incroyables aventures sur la planète Mercure, peuplée de noirs cyclopes unijambistes. Alors, là, vous êtes dans la partie science-fiction. Hein. Je vous disais tout à l'heure, avec De la Terre à la Lune, nous aurions basculé dans la science-fiction s'il y avait eu une rencontre avec des êtres extraterrestres, ce qui ne se produit pas chez Jules Verne. Avec Jean de La Hire, nous avons la rencontre des terriens avec les extraterrestres, qui constituera, comme vous le savez, et j'y reviendrai dans le second enregistrement, qui constituera, sinon le thème central de la science-fiction, en tout cas un thème majeur, d'où procéderont d'autres thématiques sur lesquelles se grefferont d'autres thématiques. Alors, dans ce roman, on va avoir la première manifestation de cette roue fulgurante. Donc je vous lis l'apparition de la chose. Ce fut le 18 juin que la chose arriva. L'homme qui le premier a vu la roue fulgurante est un capitaine de carabiniers espagnol nommé José Mandés. Et ce carabinier espagnol va évidemment être sidéré par ce qu'il voit, et il va voir sa fille Lola et son valet Francisco enlevés de terre par cette roue d'éblouissement, je lis, qui allait de l'ouest à l'est. Ils sont emportés vers le ciel, aspirés par cette roue, et tout aussitôt, une lueur intense va l'éblouir, quelque chose va le frapper rudement au front, et il va tomber de tout son long sur le sol, où il va rester évanoui. Et d'autres événements vont se passer ailleurs dans le monde, et cette nouvelle terrifiante se répand, surtout en France, je lis, où l'esprit public se révolutionne plus facilement qu'en toute autre nation. Le peuple s'agitait, poussé par des meneurs pour qui tout est bon à manifestation politique. Ici, nous ne sommes pas dans l'anticipation, enfin nous sommes dans l'anticipation peut-être pour l'époque, mais je crois que pour les temps que nous vivons, c'est tout à fait pertinent. Et le gouvernement comprit la nécessité de rassurer l'opinion. Dans la soirée du 21 juin, le président du Conseil, ministre de l'Intérieur, réunit en son cabinet de la place Beauvau une vingtaine de personnages, parmi lesquels on comptait tous les ministres, le général-gouverneur militaire de Paris, M. Torpen, préfet de police, l'illustre astronome Constant Brularion et M. le professeur Martial de l'Académie des sciences.
Cette assemblée de sommités politiques, militaires et scientifiques devait examiner la situation et prendre une décision que ratifierait le lendemain le président de la République. Petite parenthèse, un comité scientifique, un président de la République, des décisions à prendre, peut-être que ça vous évoque quelque chose. Cette assemblée, donc, se réunit, je continue la lecture, après quelques mots émus, d'une imprécision convenable et diplomatique, le ministre de l'Intérieur donna la parole à M. Constant Brularion, l'astronome. Lui fut succinct et précis. Je ne sais rien. Nous ne savons rien. Personne ne sait rien. La roue fulgurante est un phénomène inconnu jusqu'à ce jour. De quoi se compose cette roue effroyable? D'où vient-elle? Où va-t-elle? Restera-t-elle longtemps dans notre atmosphère? Si oui, combien de temps? Sinon, doit-on craindre qu'elle revienne après avoir disparu? À ces questions, pas de réponse possible, ni à toutes les autres questions que l'humanité peut se poser au sujet de la roue fulgurante. Il y eut un silence un peu embarrassé. Soit, fit le ministre de la Guerre. Mais si nous ne pouvons pas expliquer la roue fulgurante, au moins pouvons-nous la combattre? Avec quoi? Répliqua M. Brularion, qui ne put s'empêcher de hausser les épaules. Oui, avec quoi? Les canons? Jouets d'enfants en général. La roue fulgurante paraît, ravage et disparaît. Mais elle paraît où? Quand? À quelle hauteur? Voilà ce qu'il faudrait savoir d'avance pour pointer vos canons et tirer. M. Brularion haussa de nouveau les épaules, et cette fois avec un irrespect absolu. La discussion devint alors confuse. Grâce à leurs habitudes de vieux parlementaires, les ministres parlaient volontiers tous à la fois, en exclamations emportées, en interrogations ironiques ou en belles phrases sonores et cadencées, mais dans la circonstance, vides de sens. M. Martial émit timidement l'hypothèse que la roue fulgurante pouvait être une planète minuscule, habitée seulement par quelques individus bizarres. C'était probablement ingénieux, mais ça n'empêchait pas la ville d'Orléans d'avoir vu la moitié de ses faubourgs très réellement détruits par les hypothétiques individus de la planète minuscule. Quand les gosiers furent par trop desséchés et que les ministres jugèrent enfin bon de se taire, M. Torpen, qui n'avait dit mot, leva la main. Monsieur le préfet de police a quelque chose à communiquer, fit assez ironiquement le garde des Sceaux, qui n'aimait pas M. Torpen. Parlez, mon cher préfet, s'écria le président du Conseil, ministre de l'Intérieur. Messieurs, dit M. Torpen d'une voix grave et tranquille, un seul homme peut nous donner, avec des explications rationnelles, des moyens efficaces d'agir. Un seul homme sait peut-être ce que signifie, représente et veut dire le mystère de la roue fulgurante. Cet homme, le monde entier répète son nom depuis quelques mois. Cet homme, M. Brularion et M. Martial le connaissent parfaitement. Cet homme est à Paris. Le docteur Ahmed B, s'écria l'astronome. Ahmed B, répéta M. Martial. Oui, le docteur Ahmed B, appuya M. Torpen. Le président du Conseil murmura. En effet, il n'y avait pas pensé. Il sait peut-être, lui, si la chose est dans les limites de l'entendement humain. Je vous laisse lire la suite. Donc vous voyez que cette roue fulgurante présente beaucoup de points d'intérêt, mais j'ai voulu privilégier celui-ci puisqu'il résonne de manière assez comique avec notre actualité. Et on apprendra que la roue fulgurante est effectivement une roue venue de l'espace et qui a été inventée et qui est pilotée par des êtres d'une autre planète. Donc là, vous voyez que nous sommes dans un roman qui vraiment pointe vers la science-fiction. Le dernier auteur dont j'aimerais vous parler, donc Maurice Renard, a été également un auteur très, très prolifique, et j'ai choisi, même si ça va un peu au-delà du 19e siècle, j'ai choisi de lui L'homme truqué, publié en 1921,
Récit qui raconte le retour dans son village natal de Jean Lebris, qui est un soldat qui a perdu la vue durant la Grande Guerre, mais il a acquis une vision surhumaine à la suite d'une expérience médicale visant à lui rendre la vue, et il cherche à cacher son encombrant secret à son entourage. Donc là, vous voyez, vous êtes dans une autre façon de passer de l'anticipation à la science-fiction, puisque on va partir de connaissances médicales de pointe pour l'époque, qui peuvent peut-être rétablir, rendre la vue à un être humain, mais vous avez un passage sur un plan supérieur, puisque on ne va pas lui rendre la vue, on va lui donner une sorte de pouvoir extraordinaire, surhumain. Et vous avez là une des thématiques qu'on va retrouver dans la science-fiction. C'est-à-dire imaginer pour l'être humain des capacités encore inimaginables et qui font de l'être humain une sorte de surhomme ou d'homme extraordinaire avec un trait d'union entre les deux. Bon, vous connaissez L'Homme invisible de Herbert George Wells, qui est un des premiers à avoir mis cela, je dirais, sur le marché littéraire et pour alimenter l'imagination des lecteurs, et comme vous le savez, cela passera également au cinéma. Donc, le passage que j'ai choisi, c'est le moment où le soldat va se trouver recueilli par des Allemands, lesquels vont l'emmener vers l'hôpital où il va être soigné. Et donc, ce roman est également une manière de roman pacifiste ou de réconciliation entre la France et l'Allemagne, puisque ce sont les Allemands qui vont prendre soin de ce soldat français. Je vous lis le début du sauvetage, tel que le héros du roman se le remémore. D'après mes suppositions, j'ai dû parvenir à l'ambulance à la chute du jour. On m'avait placé, autant que je puis l'estimer, dans une salle contenant un grand nombre de blessés. Au silence extérieur, comme à la respiration de ceux qui dormaient, je conclus bientôt à la nuit, une horloge sonnait les heures, je m'assoupis de nouveau. À minuit, je fus réveillé par des pas et des chuchotements. Les mots « Franzose »,« Augen »,« 3000 Marken » frappèrent mes oreilles. Ils étaient deux qui conversaient. L'un ne faisait qu'acquiescer et répéter « zo, zo » à tout bout de champ. Français, lieu, voilà ce qui semblait se rapporter à moi. Et que venait faire là-dedans cette somme de 3000 marques? « Das ist der Kamerad » fit l'une des deux voix. Et avec un accent épouvantable, on me dit en français « Comment êtes-vous, mon fieu? Nous allons vous conduire en bonne place. Also, vous serez bien cueilli. Vous ne pouvez pas parler. Ah, sehr gut. Ludwig, oh !» Le contentement faisait ricaner cet homme. En un instant, je fus bâillonné et garrotté. On me transporta du lit sur une civière. L'automobile qu'il a reçue était cette fois-ci discrète que son mouvement seul me fit connaître sa nature et sa rapidité. J'ai l'impression que le voyage dura plusieurs heures, après quoi je fus embarqué dans un wagon qui me sembla rouler indéfiniment. Je n'ai conservé de tout ceci qu'un souvenir très vague. Je passe un passage et voilà qu'il arrive dans ce lieu où il va être soigné. Que voulez-vous? Que me faites-vous? Dis-je. Qui êtes-vous? Dites-moi où je suis. Deux mains affectueuses se posèrent sur les miennes, et la voix d'un homme jeune, une voix
rassurante, sympathique, chaudement timbrée, me dit dans un français impeccable: Monsieur Lebris, soyez sans inquiétude, vous n'êtes entouré que d'amis. Cette maison est une maison de science. Considérez-la, en ce qui vous concerne, comme une clinique d'ophtalmologie. C'est moi qui suis votre médecin, et j'ai, soit dit non par vanité, mais pour vous rassurer, j'ai ici-bas quelques réputations. Mais monsieur le major, encore une fois, où suis-je? Je ne suis pas militaire, fit l'étranger dans un sourire que j'entendis. Appelez-moi le docteur Prosope. Grec, turc, autrichien, bulgare, demandai-je avec une frayeur intuitive. La science n'a pas de patrie, monsieur Lebris, que vous importe? Mais grand Dieu, apaisez-vous, je ne sais ce que vous supposez. Sa main forte pressait ma main, il ajouta solennellement: au nom de mes collaborateurs ici présents, je vous jure que nous n'avons à votre endroit, médicalement parlant, que des intentions fraternelles et secourables. Tout ce que nous pourrons faire pour vous secourir, pour améliorer votre état, sera fait. Et donc le docteur Prosope va lui dire qu'il peut lui rendre la vue. Tout dépendra de ce que nous trouverons derrière vos yeux. Vous saisissez? Tout dépendra de l'état des nerfs optiques. Enfin, nous en recauserons, Lebris. Pour le moment, je vous conseille de faire enlever ça. L'énucléation s'impose, mon ami, j'insiste. Nous vous opérerons demain matin, n'est-ce pas? Donc, on va lui enlever les yeux, et vous devinez qu'on va lui mettre quelque chose d'autre à la place qui va lui donner une vision bien supérieure à celle que les yeux organiques peuvent conférer. Donc voilà un roman d'anticipation tout à fait intéressant, puisque vous avez non pas simplement le thème du surhomme, mais vous avez la récupération d'un thème qu'on avait eu l'occasion de voir dans le cycle sur la médecine et les médecins au XIXe siècle, c'est-à-dire la toute-puissance de la médecine. Après ce roman d'anticipation qui tourne à la science-fiction, je vais évoquer un auteur qui, lui, pour le coup, est un des créateurs de la science-fiction française, à proprement dit, c'est-à-dire Rosny Aîné. C'est le pseudonyme de Joseph-Henri Honoré Boex, d'origine belge, 1856-1940. Et parmi les romans de Rosny Aîné, j'ai choisi La mort de la Terre, de 1910. Nous sommes dans un futur lointain. La Terre est devenue un immense désert desséché du fait de sa surexploitation par l'espèce humaine, thème on ne peut plus contemporain. Les quelques communautés restantes limitent les naissances et incitent les humains à pratiquer l'euthanasie pour obtenir une mort plus rapide. Targ, le héros, sa femme, sa sœur et leurs enfants, les derniers sur Terre encore prêts à survivre, partent à la recherche d'eau et de nouvelles terres pour reconstruire. En parallèle, une autre race d'êtres mi-vivants, mi-minéraux prospère sur les ruines de la civilisation humaine et Rosny choisit de les appeler les ferromagnétos. Autrement dit, vous avez ici la coexistence des derniers représentants de l'espèce humaine et d'une autre espèce qui présente l'intérêt tout à fait singulier d'être à la fois métallique et organique, thème de la science-fiction tout à fait contemporain. Simplement, ces êtres extra-humains vivent sur Terre, on ne sait pas d'où ils viennent, vous n'avez pas ici la rencontre interstellaire avec des extraterrestres, vous avez la présence d'êtres probablement d'origine extraterrestre sur Terre. Et ainsi, ce roman de Rosny Aîné va raconter cette confrontation entre les derniers humains et ces ferromagnétos. Je vous lis ce qui constitue pratiquement la fin du roman.
Targue dénombra ceux qu'il avait préférés aux autres, puis il vit encore se lever l'astre ruineux, l'astre troué, argentin et légendaire vers lequel il leva ses mains tristes. Il eut un dernier sanglot. La mort entra dans son cœur et, se refusant l'euthanasie, il sortit des ruines. Il alla s'étendre dans l'oasis parmi les ferromagnétos. Ensuite, humblement, quelques parcelles de la dernière vie humaine entrèrent dans la vie nouvelle. La vie nouvelle, c'est celle des ferromagnétos qui ont conquis le globe terrestre. Je vous remercie.